Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Scientific Day qui sera le troisième et dernier de la trilogie dédiée à l'entraînement polarisé. Dans les deux épisodes précédents, on avait discuté d'une part de qu'est-ce que c'est que l'entraînement polarisé, cette approche de la périodisation qui propose de répartir l'entraînement sur une période donnée, comme par exemple une semaine en 75 à 80% en zone 1, 5 à 0% en zone 2, qui est l'allure de course à éviter, et 15 à 20% en zone 3, c'est-à-dire des entraînements intenses. Et la semaine dernière, on avait discuté de trois études, une méta-analyse, une étude en course à pied, une étude en trail, qui ensemble laissaient entendre qu'une périodisation polarisée semblait plus efficace qu'une périodisation dite au seuil pour progresser en endurance. Dans ce troisième et dernier épisode de cette trilogie, j'aimerais discuter d'un point particulier, à savoir comment savoir si une planification qu'on met en place est bien polarisée. En effet, comme pas mal d'entraîneurs le remarquent et certaines études comme celle de Munoz et collaborateurs dont on a parlé, publiée en 2014, le souligne, il peut parfois exister un écart entre une planification d'entraînement qu'en tant qu'entraîneur ou athlète on prépare, a priori, et la réelle exécution de cet entraînement. Pour reprendre l'exemple de Munoz et collaborateurs en 2014, on peut avoir un programme d'entraînement qui respecte parfaitement en théorie les répartitions d'intensité que propose l'approche polarisée, et en fait remarquer que quand les athlètes mettent en œuvre cet entraînement, eh bien on s'écarte d'un entraînement polarisé. Le problème, c'est que les bénéfices justement de l'entraînement polarisé résident dans cet équilibre entre la répartition d'un temps d'entraînement en zone 1, en zone 2 et en zone 3. Et quelques minutes par semaine de plus, par exemple en zone 2, comme c'est arrivé dans l'étude de Munoz et collaborateurs, peuvent amener des stress physiologiques différents et donc des processus différents, donc des progrès différents. Donc si à un moment vous souhaitez adopter une approche d'entraînement polarisé, vous souhaitez que vos athlètes adoptent une approche de l'entraînement polarisé, il va falloir être très attentif à la répartition de ces charges sur une période donnée, comme par exemple une semaine. Une première méthode pour vérifier qu'une planification polarisée est bien polarisée, ça va être de calculer le temps passé en zone 1, 2 et 3. Donc par exemple sur une semaine, vous récupérez vos entraînements ou les entraînements de votre athlète auquel vous vous intéressez, vous regardez le nombre d'heures totales, le nombre de temps passé en zone 1, en zone 2, en zone 3, et vous vérifiez si ces répartitions se rapprochent de ce qui était prévu. Par exemple, environ 75% en zone 1, environ 0 à 5% en zone 2 et environ 15 à 20% en zone 3. Là, on pourra dire qu'on a effectivement un entraînement polarisé. Donc ça, c'est une première approche qui peut être utilisée et qui vous aidera à vérifier qu'une planification pensée polarisée a bien été exécutée de manière polarisée. En 2019, Treff et collaborateurs ont voulu aller un petit peu plus loin. Leur but, c'était de proposer un outil supplémentaire, non pas un substitut, mais un outil en plus, pour compléter cette première analyse qu'un athlète ou qu'un entraîneur peut faire, et avoir un nouvel indice qui nous permet de discriminer un entraînement polarisé d'un entraînement non polarisé. C'est ce qu'ils ont appelé le Polarized Index ou l'index de polarisation. Dans cet épisode, je vous propose qu'on rentre un petit peu en détail dans ce papier et qu'on l'illustre avec des exemples concret. En 2019, Treff et collaborateurs ont publié leur article dans Frontiers in Physiology qui propose l'idée du Polarization Index. Ici, je vais parler uniquement d'index de polarisation. Comme ils le mentionnent de leur papier, leur but était de fournir un algorithme de calcul aux entraîneurs, aux athlètes et aux chercheurs en sciences du sport qui pouvait aider des personnes à décider si un entraînement réalisé est effectivement polarisé ou alors ne peut pas être considéré comme polarisé. Donc pour cela, et sans surprise, ils basent leur calcul d'index de polarisation sur une répartition des intensités en trois zones, donc sur un volume passé sur une période donnée en zone 1, en zone 2 et en zone 3. Et donc la première étape que les auteurs font, c'est qu'ils invitent à quantifier le temps passé en zone 1, en zone 2 et en zone 3. Si un athlète que vous entraînez ou si vous-même vous connaissez vos seuils, donc vous connaissez bien votre seuil lactique 1, seuil ventilatoire 1, seuil lactique 2, seuil ventilatoire 2, et les fréquences cardiaques associées, un cardiofréquence-mètre peut suffire à quantifier le temps que vous avez passé en zone 1, en dessous du seuil lactique 1 et du seuil ventilatoire 1, en zone 2, entre le seuil lactique 1, ventilatoire 1 et le seuil lactique 2, ventilatoire 2, et en zone 3, au-dessus du seuil lactique et du seuil ventilatoire 2. Donc une fois que vous avez récupéré ce temps passé sur une période donnée, admettons une semaine, le temps passé en zone 1, en zone 2 et en zone 3, vous cumulez tout ça pour les entraînements uniquement en endurance, ça vous fait un temps total d'entraînement en endurance sur une semaine. Vous transformez le temps passé en zone 1, 2 et 3 en pourcentage, et ensuite vous transformez ces 3 pourcentages en fractions, pour plus que ce soit exprimé sur une échelle qui va de 0 à 100, mais sur une échelle qui va de 0 à 1. Une fois que vous avez votre fraction
fraction de temps passé sur votre période d'intérêt en zone 1, en zone 2 et en zone 3, vous pouvez calculer votre index de polarisation. Donc la formule que les auteurs ont publiée est la suivante, ce serait le log 10 de la fraction du volume d'entraînement sur la période d'intérêt en zone 1, divisé par la fraction du volume sur la même période en zone 2, multiplié par la fraction du volume en zone 3, lui-même multiplié par 100. Donc je vous le répète, log 10 de la fraction du volume en zone 1 divisé par la fraction du volume en zone 2 fois la fraction du volume en zone 3 fois 100. C'est tout pour le calcul, donc on voit que l'algorithme est quand même relativement simple. Et d'après les auteurs, si le résultat de cet algorithme est supérieur à 2, alors vous pouvez considérer votre entraînement comme polarisé. Et s'il est inférieur à 2, alors votre entraînement ne peut pas être considéré comme polarisé. Dans leur papier, les auteurs mettent en avant plein de justifications à la pertinence de ce calcul. Je rentrerai pas en détail dans cet épisode parce que c'est assez complexe et je pense que ça ne nourrit pas la discussion. Mais en tout cas, c'est la méthode que eux ont trouvé la plus pertinente pour calculer ce qu'ils ont appelé l'index de polarisation. Alors personnellement, je me suis amusé avec des vraies valeurs à calculer ce que ça donnait et à faire la démarche de A à Z. Je vais vous expliquer ce que j'ai réalisé dans cet épisode. Sachez juste que c'est un calcul qui sert uniquement d'exemple. Ma démarche est complètement fausse. Elle est fausse parce que je ne connais pas mes seuils lactiques ni mes seuils ventilatoires, donc je suis incapable d'estimer le temps réellement passé en zone 1, 2 et 3. Mais simplement pour cet épisode, j'avais envie d'illustrer ce calcul avec de vraies données. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes temps d'entraînement sur la semaine dernière, où je sais que sur 100% de mes entraînements, je portais ma ceinture de fréquence cardiaque. Et d'après l'application Coros que j'utilise, je me suis entraîné 6h49 et 28 secondes en endurance. Donc j'ai exclu les entraînements de type yoga et renforcement musculaire. Ensuite, de manière complètement arbitraire et erronée, j'ai considéré que le volume en zone 1 dans un modèle en 3 zones, ce sera le temps cumulé en zone 1 et 2 dans un modèle à 5 zones. À savoir que le modèle en 5 zones, c'est ce que ma montre Coros me donne, donc c'était super pratique et super facile à calculer. J'ai considéré que le volume en zone 2 dans un modèle en 3 zones, il correspondra au volume en zone 3 dans un modèle en 5 zones. Et j'ai considéré que mon volume en zone 3 dans un modèle en 3 zones correspondra à mon volume en zone 4 et 5 dans le modèle en 5 zones de la montre. J'insiste et je répète, ce calcul est complètement faux, ne l'appliquez absolument pas. Si vous voulez utiliser l'index de polarisation, il faut que vous connaissiez vos seuils, mais c'est uniquement pour illustrer cet épisode que j'ai fait ça. Donc en faisant ces calculs, je suis arrivé au résultat suivant. 88% de mon volume hebdomadaire était en zone 1, ce qui représente une fraction de 0,88. 3% de mon volume hebdomadaire serait en zone 2, ce qui représente une fraction de 0,03. Et 9% de mon entraînement hebdomadaire était en zone 3, soit une fraction de 0,09. Avec ces trois fractions, je peux faire le calcul d'index de polarisation qui me donne un résultat de 2,43. Ce résultat est supérieur à 2, donc d'après Treff et collaborateurs en 2019, je peux considérer que mon entraînement sur la semaine passée est polarisé, même si celui-ci ne respecte pas sur le papier les 75-80% en zone 1, 0,5% en zone 2 et 15-20% en zone 3 qui sont un peu le Graal de l'entraînement polarisé. Dans l'article version écrite qui est associé à cet épisode et que vous trouverez sur le site couriermieux.fr, j'ai partagé le lien du classeur Excel que j'ai créé et que j'ai utilisé pour illustrer cet exemple. La feuille 1 du classeur regroupe ce qui m'a permis de passer d'un modèle en 5 zones à un modèle en 3 zones. Encore une fois, c'est erroné, mais c'était simplement pour donner un exemple et calculer un index de polarisation. Donc vous pouvez l'utiliser et jouer avec pour voir dans quelles conditions ça fait passer votre index de polarisation en dessous ou au-dessus de 2. Et sur la feuille 2, il est plutôt dédié aux personnes qui connaissent déjà leur zone d'entraînement et ça vous permet de faire directement votre calcul d'index de polarisation propre avec vos zones 1, 2 et 3 que vous avez préalablement mesurées dans un test en laboratoire par exemple. Si vous jouez un peu avec ce classeur, vous verrez que de toute façon, au plus votre entraînement se rapproche de 75-80 en zone 1, 0,5% en zone 2 et 15 à 20% en zone 3, au plus l'index de polarisation est élevé et est au-dessus de 2. Au plus la répartition de la charge d'entraînement s'éloigne de ses principes et également au plus vous avez de temps cumulé en zone 2, au plus l'index de polarisation passe en dessous de 2 et l'entraînement ne peut plus être considéré comme polarisé. Moi j'ai trouvé cette approche assez intéressante parce que dans un premier temps, elle m'a forcé à quantifier le temps que j'avais passé. Même si le calcul que je vous ai présenté est imprécis, ça m'a forcé à vérifier le temps que je passais en zone 1, en zone 2 et en zone 3. Donc ça c'est une première démarche que je trouve intéressante. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que effectivement c'est rassurant, mon entraînement que moi je souhaite voir polarisé semble effectivement, d'après Treff et collaborateurs, être polarisé. Et enfin la troisième chose, c'est que toute cette démarche peut m'amener à adapter mon entraînement. Par exemple, imaginons que mon calcul soit correct et que j'ai réellement passé 88% de mon entraînement hebdomadaire en zone 1, 3% en zone 2 et 9% en zone 3. Ce qui pourrait sauter aux yeux, c'est que j'ai un léger déséquilibre par rapport au
règles d'or proposées par l'entraînement polarisé entre le temps passé en zone 1 et en zone 3. En zone 2, ça va, j'ai que 3%, donc il semble que je suis dans les recommandations, mais j'ai 88% en zone 1 et seulement 9% en zone 3. Par exemple, moi je prépare plutôt des trails longs, donc je pourrais me dire que je n'ai pas envie de réduire mon volume total d'entraînement pour diminuer le temps passé en zone 1, mais que à l'inverse, ça me semble facile de rajouter un petit peu de temps en zone 3. Par exemple, j'ai fait un rapide calcul, si je rajoute sur une semaine 15 minutes en zone 3, alors je passe de 9% à 13% de volume hebdomadaire dans cette zone-là, et mon index de polarisation passe de 2.4 à 2.55. Rajouter ces 15 minutes d'entraînement en zone 3 me semble super facile. Je peux par exemple sur mes 2 sorties longues répartir des petites fractions de 2 minutes plus intenses en mode fartlek, et ainsi cumuler du temps de travail en zone 3 sur mes sorties qui sont plutôt des sorties en zone 1. Donc ainsi j'aurais adapté mon entraînement pour mieux coller aux prérogatives de l'entraînement polarisé. Donc j'ai bien aimé cette démarche qui m'a amené à prendre conscience de quel temps je passais réellement en zone 1, 2, 3, même si ma démarche est fausse, l'exemple peut être réalisé une fois que je connaîtrai mes seuils ventilatoires 1 et mes seuils ventilatoires 2, mes seuils lactiques 1, mes seuils lactiques 2, et m'a amené également à réfléchir à comment est-ce que je peux adapter mon entraînement pour être encore plus proche du gold standard de l'entraînement polarisé. Alors maintenant, j'aimerais parler un petit peu des avantages et des inconvénients de l'index de polarisation. Le premier avantage, c'est que cet index de polarisation permet pour moi d'adopter une démarche qui a pour but de mieux faire le lien entre une planification périodisée a priori et une exécution propre et correcte d'une planification polarisée. Je vois un peu cet index comme un bon outil qui va de la planification à l'exécution et qui aide à vérifier si un athlète ou nous-mêmes avons bien mis en œuvre un programme prévu. Pour reprendre l'exemple de l'étude de Menos et collaborateurs en 2014, ces derniers trouvaient que malgré une planification polarisée donnée à des athlètes, les athlètes du groupe polarisé avaient mal respecté la planification. Ils remarquaient que la plupart d'entre eux avaient passé trop de temps en zone 2 par exemple. Je suis retourné dans le papier, j'ai récupéré leurs données après entraînement, où ils ont fait les calculs de répartition de temps d'entraînement entre la zone 1, la zone 2 et la zone 3 pour le groupe entraînement polarisé. Ils avaient observé 73% du volume d'entraînement sur les 12 semaines de l'étude en zone 1, 13,5% en zone 2 et 13,5% en zone 3. Et quand on utilise cette distribution d'intensité pour calculer l'index de polarisation, ça nous donne un score de 1,90, autrement dit un entraînement non polarisé. Donc les auteurs avaient raison de se faire du souci sur la qualité de l'exécution de la planification qu'ils avaient réfléchi. On peut donc imaginer que ces auteurs avaient bien fait de faire l'analyse de sous-groupes avec uniquement les personnes qu'ils avaient considérées comme ayant bien respecté la planification polarisée que eux avaient pensé a priori. Donc je trouve que cet index de polarisation, il met en œuvre une démarche qui est intéressante et il aide à faire le lien entre une planification et son exécution. Maintenant, concernant les inconvénients de l'index de polarisation. Pour moi, il y en a 4 principalement qui renvoient au fait que c'est un reflet grossier de la réalité. Tout d'abord, Treff et collaborateurs en 2019 mettent en avant que l'index de polarisation ne serait fiable que si le volume d'entraînement en zone 1 sur la période d'intérêt est compris entre 70 et 90%. S'il est en dessous ou au-dessus, l'index de polarisation ne serait pas fiable. Deuxièmement, un des problèmes de l'index de polarisation, c'est que différentes répartitions de l'entraînement peuvent amener à un même index. Par exemple, si vous reprenez le classeur que j'ai créé et que vous jouez avec les valeurs, vous verrez qu'un entraînement avec 90% de zone 1, 5% de zone 2 et 5% de zone 3 donne le même index de polarisation qu'un entraînement avec 72% en zone 1, 13% en zone 2 et 15% en zone 3. Alors que ces deux répartitions de l'intensité sur une période donnée vont donner des adaptations physiologiques complètement différentes. Alors que l'index de polarisation étant égal peut donner l'impression que c'est globalement les mêmes entraînements. De même, cet index il permet uniquement une distinction dichotomique entre polarisé et non polarisé. Il ne permet pas de faire une évaluation quantitative continue allant de pas du tout polarisé à très polarisé au fur et à mesure qu'on avance par exemple de 0 à 2 et à au-dessus de 2. Donc voyez vraiment cet index comme un indicateur dichotomique. En dessous de 2, c'est non polarisé. Au-dessus, c'est polarisé. Mais un entraînement à 2,5 n'est pas plus polarisé qu'un entraînement à 2,1 ou 2,2 par exemple. Un autre problème de cet index de polarisation, c'est qu'il s'appuie uniquement sur des indicateurs quantitatifs du temps passé dans certaines zones d'entraînement, basse, moyenne et haute intensité. Il ne reflète en aucun cas la qualité des séances que les athlètes ont réalisées. Une semaine d'entraînement avec différentes séances peuvent aboutir à un index de polarisation supérieur à 2 avec des séances mal pensées, mal quantifiées, sans progression, sans structure ou encore sans relation avec la qualité physiologique que par exemple un cycle, un macrocycle ou un mésocycle
cycle cible. Donc c'est vraiment juste un indicateur de la répartition des volumes et pas du tout de la qualité de l'entraînement. Et enfin, pour moi, la dernière limite de l'index de polarisation, c'est qu'il est basé sur les données que vous fournissez à l'algorithme. Donc si par exemple vous ne connaissez pas vos zones, déjà vous ne pouvez pas utiliser l'index de polarisation. Si vos zones ont été mal estimées, c'est pareil, le calcul de l'index de polarisation sera biaisé. Et enfin, si les mesures sur lesquelles vous vous basez pour estimer votre temps passé en zone 1, en zone 2 et en zone 3, dans le meilleur des cas, imaginons c'est des mesures de lactatémie, ou alors imaginons c'est des mesures de fréquence cardiaque parce que vous connaissez vos fréquences cardiaques associées à votre seuil lactique 1 ou le seuil ventilatoire 1, et vos fréquences cardiaques associées au seuil ventilatoire 2, au seuil lactique 2. Donc vous pouvez estimer votre temps passé en zone 1, en zone 2 et en zone 3. Si par exemple vos mesures de lactatémie ou vos mesures de fréquence cardiaque sont de mauvaise qualité, par exemple elles ont été prises uniquement avec une montre placée au poignet, et bien le calcul de votre index de polarisation sera complètement biaisé et n'aura aucun sens. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, ne vous basez jamais sur les fréquences cardiaques que vous récupérez au poignet. Pas mal d'études ont montré que c'était absolument pas fiable. Déjà au repos, c'est pas super, à l'effort, c'est une catastrophe. Donc utilisez une ceinture cardio-fréquence-mètre, là il y a des études qui montrent que c'est plutôt robuste comme mesure. Donc bref, pour conclure sur cet inconvénient, le problème de l'index de polarisation va résider dans la qualité des données que vous fournissez pour estimer votre temps passé en zone 1, 2 et 3. Il faut que ces données soient de qualité, sinon le calcul n'a aucun sens. Malgré toutes ces limites à l'index de polarisation que je viens de faire ressortir, on pourrait croire que je trouve cet outil inutile ou biaisé, et en fait pas du tout. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En conclusion, pour moi, cet index de polarisation imaginé par Treff et collaborateurs aide les athlètes, les entraîneurs et les chercheurs en sciences du sport à estimer si une distribution d'intensité sur une période donnée, par exemple si une répartition de charge d'entraînement sur une semaine correspond à une périodisation polarisée ou pas. C'est un indice supplémentaire pour se rendre compte de à quel point un entraînement sur une période donnée répond aux prérogatives de l'entraînement polarisé ou alors passe à côté. Donc pour rappel, le calcul était le suivant, l'index de polarisation c'est le log 10 de la fraction du volume sur une période donnée en zone 1 divisé par la fraction du volume en zone 2 fois la fraction du volume en zone 3 fois 100. Un entraînement sur une période donnée peut être considéré comme polarisé si le résultat du calcul est supérieur à 2 et il est considéré comme non polarisé s'il est inférieur à 2. Le classeur Excel que j'ai créé pour cet épisode vous permettra de calculer votre index de polarisation rapidement. Pour moi, cet outil est super utile pour faire le lien entre une planification a priori et l'exécution de ce programme a posteriori. Et malgré ses défauts, il est pour moi utile pour accompagner les entraîneurs, les athlètes et les chercheurs en sciences du sport à coller au mieux possible à une approche de l'entraînement dite polarisée et à progresser en endurance comme par exemple en trail ou en course à pied. Voilà, c'est tout pour le Scientific Day d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu, mais si vous êtes encore là, j'imagine que la réponse est oui. Comme je le dis à chaque fois, si vous souhaitez soutenir mon travail et m'aider à continuer à vous proposer du contenu de qualité, vous pouvez aimer cette vidéo, la commenter, la partager autour de vous, ou encore vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rater aucun épisode. Sur le site courezmieux.fr, vous retrouverez l'article version écrite qui est associé à cet épisode, où vous trouverez le lien de téléchargement vers l'Excel dont je vous ai parlé, ainsi que les articles scientifiques auxquels j'ai fait référence. Le lien vers l'article est dans la description. N'hésitez pas également à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux, comme par exemple Instagram. J'ai mis le lien dans la description. Je vous remercie encore pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour un prochain Scientific Day.